Les événements sont comme l'écume de l'histoire, des bulles, grosses ou menues, qui crèvent en surface et dont l'éclatement suscite des remous qui plus ou moins se propagent. Ce que j'aime beaucoup dans cette citation de Georges Duby, donc dans Un dimanche de Bouvines, c'est l'idée selon laquelle les événements ne sont que l'écume des choses, que ce n'est que la surface, un petit peu comme le sommet de l'iceberg. Cela cache en vérité des forces plus profondes, plus importantes et plus intéressantes sur lesquelles nous devrions mettre notre attention. Là où cette news qui finalement fait la couverture de tous les journaux sur Tesla, Elon Musk est intéressante et passionnante, c'est bien évidemment qu'elle est le symbole d'un changement d'air et d'un nouveau cycle sur BTC, mais elle cache bien évidemment et bien entendu tout un tas d'autres choses. On va déjà revenir sur la news elle-même et sur le document que Tesla a rempli et envoyé donc aux autorités des marchés financiers américains, le SEC. Et ce qu'on apprend déjà, c'est que Tesla n'a pas acheté ses BTC hier. Bien au contraire, ils les ont achetés au mois de janvier, donc un peu plus tôt. Et ce qui est intéressant en rétrospective, c'est que lorsque Elon Musk change sa biographie sur Twitter pour nous indiquer BTC, ou lorsque cette annonce arrive, et que les marchés évidemment réagissent positivement, on se rend compte que tout cela vient surtout gonfler la valeur du portfolio de Tesla, et donc indirectement de Musk. Et donc là où c'est intéressant, c'est que c'est un petit rappel pour nous autres petits investisseurs que réagir aux news, c'est toujours avoir un train de retard sur les institutions qui créent et qui, du coup, profitent de ces news-là. Et donc c'est important de prendre un petit peu de recul et de se placer dans une perspective plus globale pour comprendre ce qui se passe un petit peu sous les radars. Et en revenant encore un petit peu en arrière, puisque bien entendu, Musk et Tesla, ce n'est pas la première histoire et ce n'est pas la première fois qu'une entreprise investit aussi massivement sur le BTC. On remonte aussi donc au 20 décembre avec un tweet entre Michael Saylor et Elon Musk. Discussion qui paraissait complètement ironique et pour ainsi dire presque une blague au moment où on lit, où effectivement on a Michael Saylor qui indique à Musk que, avec un joli coup de coude dans les côtes, tiens, t'investirais pas du BTC avec ton cash en entreprise parce que franchement, ça ferait super plaisir à tes actionnaires. Cette discussion était en réalité tout à fait sérieuse et c'est important de s'en rappeler. Là où les entreprises en 2017 rajoutaient blockchain finalement sur n'importe quel produit pour faire parler d'elles et monter le cours de leurs actions, aujourd'hui, ces entreprises qui ont envie de faire parler d'elles ont passé une nouvelle étape. Cette fois-ci, elles ne disent plus blockchain, elles disent on est devenu un fonds spéculatif sur le Bitcoin. Et ça, c'est une nouvelle mode que MicroStrategy a lancée, que Tesla rend cool, d'une certaine façon, et que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas, mais beaucoup d'entreprises risquent de suivre le même chemin. C'est notamment quelque chose qu'on apprend de manière un peu informelle de la part de Michael Saylor dans un podcast qu'il a fait avec Laura Shin. Et Michael Saylor, bien entendu, à la fois se vante d'être un pionnier sur le sujet, ce qui bien sûr est normal. Je pense que c'est la première entreprise à faire ce genre de démarche, d'aller quasiment se transformer en fonds spéculatif et de se faire évidemment emboîter le pas par tout un tas d'autres entreprises. Et lui-même reconnaît qu'il a été en contact avec pas mal d'autres entreprises qui pensent, envisagent, imaginent peut-être sauter le pas et passer finalement de l'autre côté de la barre et elles aussi profiter un petit peu de cette folie sur le BTC et profiter également de cette montée. Mais là où en fait c'est important et c'est bien de prendre un peu de recul, c'est que ces institutions qui du coup font leurs achats de manière relativement discrète, qui ont infiniment plus de moyens et infiniment plus de temps que nous, nous avons, nous, en tant que petits particuliers, quand même les moyens de les suivre et de savoir ce qu'elles font. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que ces entreprises qui arrivent et qui investissent tout ou partie de leurs réserves de cash sur les actifs numériques ne sont pas les premiers institutionnels. Et en fait, c'est important de se rappeler qu'il y a aussi d'autres acteurs sur le marché qu'il faut surveiller. Et bien heureusement, nous avons les outils qui nous permettent de suivre ce qui se passe.
Première institution qui, à mon sens, doit être suivie et ne peut pas être ignorée, c'est bien sûr Grayscale. Grayscale qui propose un produit d'investissement, donc le GBTC, et qui permet à ces investisseurs d'avoir accès au Bitcoin sans avoir forcément à les détenir, puisqu'évidemment pour certaines personnes c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur ou qui peut paraître un petit peu dangereux. Et si on regarde bien, et ça c'est à mettre en comparaison avec les actifs de Tesla de 1,5 milliard, on a quand même 34,5 milliards sur Grayscale. Pas seulement sur BTC bien sûr, sur BTC on en est plutôt à 28,78, modeste chiffre, mais malgré tout donc un acteur majeur qui, sur cette année 2020, a été finalement un des acheteurs principaux, un des principaux carburants de cette montée du BTC sur cette année. Et il faut absolument pas sous-estimer l'impact énorme que cela a eu sur le prix. Et je pense qu'il faut, puisque là le graphique revient sur ce qu'il possédait donc jusqu'au 10 juin de cette année, mais on se rend compte que ces détentions de BTC n'a fait qu'augmenter tout au long de l'année, et chose intéressante, ça a pour ainsi dire quasiment suivi l'augmentation du prix. Ça c'est assez fabuleux, c'est assez intéressant à voir, et chose aussi également intéressante, c'est que dès le moment où cette ligne a commencé à devenir plate, c'est-à-dire que dès le moment où Grayscale a arrêté d'acheter, alors ça n'a pas snopé directement le prix, mais par contre ça a fini par amener une forme de fatigue et un petit retracement. Et c'est bien entendu au moment où le prix a commencé à bottomer qu'on puisse constater que de nouveau, Grayscale est redevenu acheteur. Et c'est là où je pense qu'il faut remettre la news de Tesla en perspective. Oui, l'augmentation du prix récente est absolument importante, elle est notable, elle est remarquable, mais Tesla, à lui tout seul, n'a pas créé ce mouvement de prix, puisque comme on l'a dit, cette acquisition est bien plus ancienne. On est littéralement sur une FOMO, des petits acheteurs, des petits particuliers, qui rentrent sur le marché, entendent cette news et se disent « il faut absolument que je rentre sur le train du Bitcoin, sinon je vais louper le coche ». On est beaucoup plus là-dessus. Par contre, les institutions, les grands acteurs, eux en fait, ont fait le plein de leur sac autour des 30K, de 30, 32K peut-être. C'est le cas pour Grayscale, mais pensez aussi que c'est le cas également pour MicroStrategy et sans doute tout un tas d'autres acheteurs institutionnels. Deuxième type d'acheteurs ou vendeurs institutionnels, en tout cas majeurs sur le marché, dont on ne parle vraiment pas assez et qu'il faut, à mon sens, suivre plus que jamais, ce sont les mineurs. Les mineurs, c'est bien entendu ceux qui produisent des bitcoins, c'est ceux qui font en sorte que de nouveaux bitcoins arrivent sur le marché. Ils sécurisent les transactions, ils sont des acteurs majeurs du marché et du fonctionnement du réseau. On ne peut évidemment pas se passer d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les mineurs ne vendent pas en continu leur BTC pour financer leurs coûts d'opération. Il y a des périodes dans lesquelles ils vendent plus, il y a des périodes pendant lesquelles ils gardent davantage. Et cela est représenté sur ce graphique, donc par les barres rouges, lorsqu'ils deviennent plutôt net vendeurs et vendeurs importants, et par des barres vertes, lorsqu'ils décident plutôt de conserver leur BTC, et donc de les garder en vue peut-être une augmentation de prix. Et donc ce dont on se rend compte, c'est que assez souvent, lorsque les ventes deviennent importantes, il peut y avoir parfois donc soit un stop du mouvement du prix, soit une baisse. Cette baisse ici étant évidemment relativement particulière, puisque là on était finalement sur l'année 2018, sur la fin de l'année, avec ce qui a été la capitulation de la fin de ce cycle de 2017, qui a emmené beaucoup de mineurs vers finalement la banqueroute, et quand bien même le prix du BTC devenait ridiculement bas à ce moment-là, il a fallu quand même malgré tout payer l'électricité, et c'est pour ça qu'on a eu ce genre de vente ici. Mais si on regarde par exemple sur l'année 2020, et c'est je pense aussi quelque chose qui, avec une rétrospective, est majeur, c'est que les mineurs n'ont quasiment rien vendu sur l'année 2020. Et ça, je pense que c'est vraiment une information de long terme qu'il faut garder en tête, c'est que sur l'année 2020, et sur cette explosion, on a des mineurs qui ont accumulé pendant toute l'année des BTC, y compris d'ailleurs à un moment où on se serait attendu à ce qu'ils vendent davantage pendant le crash de 2020, donc de mars. Chose intéressante, et à nouveau à mettre en relation avec cette courte pause finalement sur les 42-30K, et bien à nouveau les vendeurs ici, ça a été les mineurs. Ils ont vendu massivement beaucoup de BTC. Alors, bien entendu, c'était parce qu'ils n'ont pas vendu tout au long de l'année, donc à un moment donné, il fallait payer les taxes, il fallait payer
également les frais d'électricité, les frais d'opération, etc. Donc c'est pour ça qu'effectivement on retrouve sur cette fin d'année des ventes relativement importantes. Et on notera d'ailleurs que les ventes importantes se déroulent souvent sur des fins d'année, pour les mineurs. Chose intéressante, depuis, finalement, on va remonter ici sur le 30 janvier, donc relativement récemment, les positions des mineurs reviennent tout doucement vers la neutralité. Donc on a des acteurs majeurs qui soit passent d'une position neutre à net acheteur, soit des net vendeurs qui s'acheminent tout doucement vers des positions plus neutres. On change donc de nature de marché, on change donc en termes d'acteurs de posture, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, bien sûr que la news de Tesla et Elon Musk a provoqué cette hausse et cette folie haussière dans laquelle on est aujourd'hui, mais ne vous méprenez pas, cette hausse qu'on aurait dû de toute façon avoir, elle était attendue. Elle était attendue puisque de nombreux acteurs avaient décidé de toute façon de repasser à une posture d'accumulation, de repasser à une posture d'achat. Et donc puisque ces grands acteurs, ces acteurs institutionnels qui ont infiniment plus d'argent que vous et moi, ont décidé d'acheter, ce sont eux qui, ultérieurement, redonnent une impulsion au marché. Et donc, bien entendu, c'est eux qu'il faut surveiller. J'espère que ce contenu vous a plu, que cette vidéo vous a intéressé. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet.